Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis. On nous retrouve sur les principales plateformes. Évidemment, le vaisseau amiral, c'est toujours gillesparent.com où vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions, des commentaires. C'est toujours agréable d'avoir des nouvelles de vous autres. Ça me rappelle une époque où c'était une chose quotidienne, courante. Mon invité est un drôle de pistolet, sans que ce soit un des membres de Sol et Gobelets. Je le considère depuis plus de 20 ans comme un ami radiophonique qui m'a souvent écrit pour me donner des commentaires, des suggestions, me parler de mon métier, exprimer l'intérêt qu'il a toujours eu pour la communication et pour les médias. Lui, c'est un médecin spécialiste, cardiologue, spécialisé en greffe cardiaque. Il a dirigé pendant plus de 10 ans le service de cardiologie de l'hôpital Laval. Lui, c'est Bernard Quentin. Bonjour, Bernard. Bonjour, Gilles. Comment ça va? Ça va très bien. Avec un petit peu de COVID, mais ça va très bien. Ah oui, la COVID t'a finalement atteint? Oui, ça a pris 2 ans et quelques, mais j'ai été rattrapé la semaine dernière. Là. Ça se passe quand même très bien. Là. Je suis content. C'est la COVID. Je suis juste banni de mon hôpital. La COVID des jeunes qu'on appelle, donc qui frappe moins fort. La version Legault. Oui, effectivement. Très content qu'on puisse se parler en balado. Ça fait un petit bout de temps. J'ai dit aux gens qu'on s'est écrit, tu m'as écrit. D'ailleurs, je me posais la question, puis je vais la poser parce qu'on est en balado, puis on a le temps de jaser en masse. Cette passion-là pour les médias et la radio, te rappelles-tu d'où ça vient? Je pense que ça vient de mon cousin. Tu connais mon cousin probablement, qui est Christophe. Et celui qui appelle toujours avec toutes les chansons. OK, celui qui est aveugle, c'est ça? Christophe? Oui, c'est ça. Donc, oh mon Dieu, quel homme sympathique. OK, je savais pas. Quel homme sympathique. Ouais, il nous a fait skier souvent, Bernard, parce que lui, il nous battait tout le temps. Oui, hein? Ça, il prenait 2 notes, là, puis il était capable de te dire c'était quoi la chanson, quasiment. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il faisait semblant de pas savoir. On se donnait l'impression qu'on était meilleur que... Mais écoute, c'était un phénomène. Puis c'est vrai que c'est un maniaque de radio. Je savais pas que vous étiez dans la même famille. Mais c'est ça. Quand on était jeune, en fait, je passais mes étés à Saint-Nicolas, à côté de chez lui, sa maison. Puis naturellement, Christophe passait beaucoup de temps à écouter la radio. On écoutait CFLS 124. 124, là, c'est 70 assez jeune. Oui, c'est ça. Alors, il y a toujours eu une espèce de passion pour ça, Christophe. Donc, on a toujours un petit peu écouté la radio. Lui, il a continué beaucoup plus là-dedans. Il a quand même fait beaucoup d'autres choses après. C'était très intéressant, mais il a toujours gardé sa passion. C'est probablement lui, initialement, qui m'a initié à ça. Puis, comme je disais, dans le temps, on écoutait CFLS. Puis après ça, j'allais dans les camps d'été aux États-Unis, puis on écoutait American Top 40. Puis, en revenant, on avait CFOM, CFLS qui nous faisait du Top 40 ici. On a toujours commencé ça de même. Puis plus tard, je me souviens qu'à un moment donné, André Arthur m'avait demandé, il dit, pourquoi tu viens me parler à la radio? Pourquoi? J'ai dit, c'est pas compliqué, là. Il dit, moi, quand je vois un patient, là, pendant 15-20 minutes, c'est 1 à 1. Je dis, quand je vais jaser avec toi, j'en rejoins 200. Alors moi, je voyais une utilité, si on veut, professionnelle avec ça, parce qu'on a toujours parlé de médecine ou des affaires connexes lorsque je me suis ramassé à la radio dans différents forums. Alors, moi, je voyais une belle façon de rejoindre les patients, mais c'est sûr qu'il y avait une passion de la radio avant. Moi, c'est un petit peu... j'aimais bien ce que Ghislain Morancy écrivait il y a quelques années. La radio, c'est ce qui se passe entre les chansons. Puis oui. c'est vrai. C'est vraiment ça. Là. Moi, c'est ça que j'ai aimé toujours. La portion parler, la portion où est-ce qu'on va. La radio actuellement m'inquiète un peu en ce sens que et je regarde ma fille, eux autres, mes filles, ça écoute pas la radio. Quel âge ont-elles? Autour de 20 ou plus vieux un peu? C'est ça. J'en ai une de 20 puis j'en ai une de 24, okay. Ou 24 dans un mois. Les autres, sa déclinaison de l'écoute, c'est loin, c'est souvent loin de la radio, c'est plus Spotify, leur musique à eux, là. Ils font leur propre programmation, hein. Exact. J'en ai une qui prend tout sur YouTube, j'en ai une qui est plus sur Spotify ou Apple Music, et puis je sais pas comment la radio va faire pour rallier cette génération-là.
Il y a quelque chose, c'est un gros défi. Puis en même temps, probablement comme tu aimes les médias, Bernard, tu as dû savoir que les gros noms américains qui étaient tannés de se faire dire quoi dire puis comment le faire, plusieurs sont sortis de la radio traditionnelle, ayant un nom très connu, ont sorti leur site Internet puis font du podcast. Puis aujourd'hui, avec la facilité technologique, on est un exemple, on se parle ensemble avec un son de qualité exceptionnelle, puis ça se passe par un logiciel anglais qui coûte pas très cher, donc tout est accessible. Mais eux autres, ce qu'ils font aux États-Unis, souvent, c'est qu'ils lancent leur podcast, puis sont libres. L'exemple le plus connu au Québec, c'est Jeff Fillion, qui a été forcé de le faire il y a une quinzaine d'années, mais qui le fait avec succès aussi, donc avec une liberté que la radio traditionnelle n'a pas. Fait que c'est une nouvelle compétition. On dit une compétition, mais les radios traditionnelles sont obligées de faire un peu de podcast. Fait que on sent que la façon de faire, l'offre, la flexibilité et de l'écoute et de la diffusion va rendre les choses étonnantes. On est une période de mouvement. Mais on perd le médium de proximité. Vrai. Ça, il se passait quelque chose, on écoutait la radio, là, maintenant il se passe quelque chose, on va sur Internet en espérant que les sites ouais. Ça arrive. On l'a réglé. C'est toujours de la sollicitation. Mais on va écouter on va aller sur Internet en espérant que les sites d'information vont prendre la nouvelle locale, puis c'est souvent très, très décevant, même de la part des journaux locaux, on n'a pas grand-chose. C'est peut-être Radio-Canada qui est un petit peu mieux c'est pas juste la nostalgie, Bernard, parce que, par exemple, quand tu dis, il y avait, mettons, on voyait 5-6 camions de pompiers, on ouvrait la radio, dans de 5 minutes, il y avait quelqu'un, un journaliste de faits divers qui nous disait, il y a telle affaire, il y a tel accident, c'est vrai. C'est pas juste la nostalgie, c'est une façon de déployer les talents et de l'information locale qui était grande. Et aujourd'hui, le rassemblement des fonds dans une seule entité, souvent Montréal, ça fait que les radios, je dirais de région, mais je considère que Québec, pour Montréal, est une région, va être des satellites dans le fond. C'est ça, mais on perd la proximité. C'est ça qui est dommage actuellement. Ouais, absolument. Un mot peut-être avant de parler de la cardiologie et évidemment du système de santé. Je voulais savoir comment tu as réagi au décès d'André Arthur. Je sais que tu avais un bon respect pour son talent. Et j'ai été extrêmement surpris pour deux raisons. Là, je veux dire, je pensais pas qu'il était à l'âge de décéder. Là. Je suis conscient qu'il avait déjà eu des problèmes cardiaques, mais je pense qu'il y a eu des problèmes plus en lien avec le COVID. Là. Puis quand j'ai vu qu'il était décédé, j'ai envoyé un mot à son frère puis à son fils René. Puis son frère, il me répond, il était dans votre hôpital depuis 2 semaines, vous le saviez pas. Puis il dit, j'étais sûr que vous le saviez parce que j'ai dit crème avoir su qu'il était là, je serais allé lui dire bonjour. Il était à l'hôpital Laval? Ouais. OK. Puis, fait que là, je savais pas qu'il était là. Fait comme j'ai dit à Louis Arthur, j'ai dit, écoutez, je trouve ça dommage d'avoir su que je serais allé, mais de l'autre côté, ça me réconforte un peu sur mon milieu de travail. Il y a personne qui déblatérait sur tous les étages qu'André Arthur était là hospitalisé au COVID avec des problèmes de COVID. Ouais. Bon, fait que ça m'a quand même rassuré. Ça a été, c'est sûr, c'est une déception là. C'est quelqu'un que j'aimais bien. Mais j'ai eu une grosse année dans des essais de radio cette année, moi aussi. Là. J'ai eu Jean-François aussi. Là. Ah oui? Celle-là m'a affecté quand même beaucoup plus. Jean-François Labrie, dans le fond, c'est ça, Jeff Labrie, que les gens connaissent comme le gardien de nuit. Pour le gardien de nuit. Ouais. Est-ce que c'est lui est-ce que c'est la transplantation qu'il avait eue? C'est vous qui l'aviez faite, Bernard? Oui, c'est ça. Jean-François, on avait fait son cœur mécanique, on avait fait sa transplantation. On se fait depuis des années, puis on est en train d'évaluer, voir si on pourrait pas organiser une greffe rénale parce qu'il était rendu avec une des complications qu'on a souvent en greffe. C'est l'insuffisance rénale, donc il était rendu en dialyse. Puis Jean-François, on voulait faire les évaluations, avec des examens à faire, puis Jean-François, il disait potentiellement, je sais qu'il peut y avoir des complications des examens. Il disait, laissez-moi régler les affaires de ma mère parce que sa mère est rendue malade. Son père venait de décéder, je pense, dans les 1 ou 2 dernières années. Puis là, sa mère avait besoin de lui, en ce sens que je pense qu'elle était aux prises avec l'Alzheimer, puis il était très dépendant de Jean-François. Puis là, il voulait tout arranger ça, puis il avait tout arrangé ça, puis on était prêt pour les examens, puis à un moment donné, il s'est jamais réveillé.
Ça, c'est... Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais ils l'ont trouvé mort dans son domicile, dans son lit. Fait que ça, c'était quelque chose parce que Jean-François est encore quand même assez jeune. Et puis, Jean-François avait encore des plans d'aller en avant. Puis, dans les dernières années en greffe, ça allait quand même assez bien, à part la dialyse. Là. Il faisait des bons progrès, il avait perdu beaucoup de poids, il était en meilleure forme. Fait que ça, c'était décevant dans le sens que il y avait encore beaucoup de choses là, devant lui desquelles il voulait regarder. Puis Jean-François, tantôt on parlait là, de la radio de proximité, mais Jean-François, c'était ça, là, c'était la radio de proximité. Hein, Jean-François, c'était juste ce qui se passait dans la ville de Québec. Il allait voir ça, puis il nous racontait ça. Alors lui, ça a été une grosse déception là, cette année. Je pense que pour l'équipe au complet. Oui, puis il était un genre de porte-étendard, un exemple, parce qu'il parlait à la radio, parce qu'il était une radio très écoutée, le 93 à l'époque. Son épopée médicale a fait jaser, puis probablement a allumé des gens aussi, puis a aidé du monde. On peut pas tout mesurer ça, Dr Quentin, mais il y a sûrement de ça aussi. Ah, en effet, Jean-François a toujours amené sa maladie à la radio. Alors, nous autres, on sait jamais trop quoi faire avec ça. Tu te demandes toujours, jusqu'où on peut parler, de quoi on peut parler. Mais lui, on faisait tout ça, là, puis on pouvait parler de tout ce qu'on voulait à la radio. Là, il n'y avait pas de problème. Il était bien d'accord avec ça. À l'aise avec ça. Parce que j'ai la chance d'avoir un médecin spécialiste, on va regarder quelques sujets, Dr Quentin, qui sont d'intérêt. Entre autres, l'impression qu'on a généralement quand on jase entre nous autres, entre amis, on a l'impression que si on parle à n'importe quel intervenant en santé, il va dire sa version de ce qui va pas très bien, puis comment il gérait la santé. Fait qu'on se dit, c'est peut-être une partie du problème. Un médecin spécialiste, un médecin généraliste, une infirmière, peu importe, un brancardier, quelqu'un qui est dans le domaine, chacun a sa vision. Fait que je me dis, est-ce que, dans le fond, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi... C'est-tu logique que ça soit comme ça? Pourquoi chacun a sa vision? Ouais. Parce que le système est énorme. OK. Et personne ne peut vraiment en comprendre tous les tenants et aboutissants et voir l'ensemble. Le médecin généraliste, il a une pratique qui est bureau. On leur demande certaines activités qu'ils appellent particulières, qui vont être à l'urgence ou en hospitalisation, de différentes choses. Ils ont des activités particulières à faire pendant un nombre d'années. Mais leur interaction avec l'hôpital est moins grande. Nous, notre interaction avec le bureau en tant que spécialiste qui travaille majoritairement à l'hôpital, ben c'est pas la même chose. Fait que nous, on voit ce qui va pas bien au niveau de l'hôpital, puis tous les autres qui nous donnent leur opinion, ben ils voient selon leur perspective. Il faut quand même réaliser le nombre d'infirmières qu'il y a, ben la perspective des infirmières, moi en tant que médecin spécialiste, je l'ai pas là. Puis les infirmières, c'est comme les médecins spécialistes. Hein. Il y en a dans les hôpitaux, il y en a dans les CLSC, il y en a dans les bureaux. Alors c'est comme tous les médecins. Là. Il y en a de tout acabit. Puis donc chacun a la perspective sur ce qu'il voit. Puis il y a tout l'aspect communautaire, là, je pense à Québec, là, le SABSA, là, la clinique là pour justement aider en proximité dans Saint-Roch. Là. Alors tu sais, ça c'est un aspect que ni nos collègues en bureau, ni nous qui sommes en hôpital, sur lequel on a une bonne perspective, parce que c'est du travail de longue haleine avec des gens qui sont difficiles à rejoindre, puis même les psychiatres sont peut-être pas tout à fait aussi versés sur ce qui se passe dans la rue. Il y a des psychologues aussi qui font partie du système de santé. Il y a tout ça. Toutes sortes de choses. C'est que chacun a sa perspective. Ça, c'est clair. On a comme l'impression, entre autres avec la COVID, quand elle s'est présentée, que on connaît pas ça, mais l'impression qu'on a, c'est qu'aussitôt qu'il y a quelques dizaines d'admissions nouvelles, ce qu'on entend, c'est pas tellement la COVID est très grave, tout le monde est très malade, mais on apprend que rapidement les hôpitaux sont débordés. Fait que là, pour le grand public, c'est un gros questionnement. On dit, voyons donc, il me semble qu'il n'y a pas tant de cas que ça pour que tout soit débordé. Fait que là, on se met à faire à peu près ce que tout le monde espère faire sans avoir les compétences. Moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. Fait, est-ce que vous voyez ça de la même façon aussi, l'arrivée de la COVID et les hôpitaux débordés rapidement? Le problème qu'on voit
Actuellement, si on regarde la COVID actuellement, là, parce que la COVID au début, il y a une réponse qui a été faite, je pense que la réponse était adéquate, là, mais après ça, la COVID s'est modifiée, puis nos réponses sont pas devenues adéquates. On a les shifts du gouvernement, en tout cas, c'est pas clair là, comment ça sort, à un moment donné, ils vont dire, comme aujourd'hui, il y avait comme, mettons, 2000 quelques hospitalisations, je sais pas. Le nerf de la guerre, là, le vrai chiffre qui est important, c'est les soins intensifs. Okay. Parce que 2000 patients dans le réseau de santé là, au Québec, on est capable d'accommoder ça n'importe quand. N'importe quand. Okay. Le nerf de la guerre en ce moment, c'est tout simplement les soins intensifs. Là, je regardais tantôt, il y a 60 patients étiquetés COVID aux soins intensifs actuellement au Québec. De ceux-là, il y en a seulement 30 qui sont là pour le COVID. Mm-hmm. Par exemple, là, moi, j'ai été déclaré positif au COVID samedi. Là, on est rendu mardi. Si j'entre aux soins intensifs parce que je me fais un pneumothorax, ben, je vais entrer dans les statistiques comme étant un COVID aux soins intensifs, mais je suis pas rentré à cause du COVID. Je comprends. Alors, le nerf de la guerre, c'est ces patients-là. Donc, la capacité de l'hôpital, elle est là, elle est bonne. Si on parle en termes de lits, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, dans les hospitalisations générales, à peu près 30% sont causés par le COVID, puis l'autre, c'est des patients avec COVID. Nous, on le vit depuis quelques mois. C'est que le patient rentre pour un infarctus, puis on le dépiste, puis hop, tout à coup, ben il y a le COVID, mais il est quand même bien. Il y a pas de symptômes respiratoires ou quoi que ce soit. Okay. Puis c'est pas ça qui a causé l'infarctus. Mais ça nous force à prendre des précautions supplémentaires. Là, on a quand même beaucoup diminué les précautions supplémentaires pour garder une certaine fluidité puis maintenir notre parc de lits. Puis ça, je pense que c'est quand même assez adéquat de la façon que ça a été fait. OK, on a appris un peu dans les 2 dernières années, un peu, là. Ben, je pense qu'on a appris dans les derniers 6 mois, surtout malheureusement, parce que ça faisait quand même une bonne année là, qu'on savait qu'on pouvait faire ça et que ça se faisait ailleurs dans le monde, mais nous, ici, on était hésitants. Même j'entendais des gens chez nous, des médecins dire « Ouais, mais ce que le CDC aux États-Unis dit, je suis pas tout à fait d'accord avec les données qu'ils ont. » Colin. Tu sais, Fauci pis sa gang, je m'excuse, là, mais c'est bien beau réinventer la roue parce qu'on est au Québec, là. Mais tu sais, des fois, quand la roue est ronde en Europe puis aux États-Unis, probablement qu'elle va être ronde ici aussi, là, je sais pas. Là. Mais alors, c'est ça. Fait qu'actuellement, notre problème, c'est beaucoup plus les personnes qui sont comme moi, avec la COVID, puis qui peuvent pas aller travailler. Alors moi, notre gros problème, samedi, quand j'étais positif, c'était de me trouver des remplacements pour lundi, mardi et mercredi. Pas un gros problème, là. Non. Mais tu sais, c'est ça qu'il fallait qu'on gère. Mais dans la période actuelle où est-ce qu'on nous sommes, en plein été, avec un maximum de vacances en ce moment, ben quand il y a de nos soldats qu'on est obligés de garder à la maison, ben c'est comme ça qu'on affecte le système, c'est comme ça qu'on lui donne de la pression en ce moment. À cause des restrictions qu'on utilise envers nos employés. Puis, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes? Là, je le sais plus, là. Moi, tout ce que je sais, c'est que chez nous, la façon qu'ils gèrent ça va quand même relativement bien. On ferme pas de salle au-delà de ce qui était prévu parce que c'est l'été. L'été au Québec, on ferme des portions d'hôpitaux. Mais on marche à 100% de ce qu'on devrait fonctionner dans nos salles de procédure, dans nos salles de chirurgie. Et fait que ça va quand même relativement bien. De notre côté, en ce moment, on entend le CHU de Québec là, qui a des problèmes comme ça se peut pas. En fin de semaine, on était obligé de les... Ben, pas obligé, on l'a fait avec plaisir. Le terme est peut-être pas correct. En fin de semaine, on les a appuyés parce qu'il y avait manque de personnel. Fait que les cas d'infarctus qu'ils auraient fait, ben on les transférait chez nous, là, à l'hôpital Laval, le soir. Okay. Eux, il y avait du monde pour faire de jour, donc ils faisaient ce qui se passait de jour. Puis ben le soir, on prenait la relève au-delà de ce qu'on fait habituellement. Mais encore là, on comprend la situation pour tout le monde, puis tout le monde s'aide, là. Mais encore là, donc eux autres, ils ont envoyé un drôle de message la semaine passée, là, tu sais, allez pas à l'urgence, là, c'est comme, j'ai pas trop compris ça, là, parce que c'est difficile de dire à un patient,
à une personne qui se sent pas bien, ben écoute, si c'est pas vraiment urgent, viens pas à l'urgence, mais il se sent pas bien, il le sait pas là, si c'est urgent ou impossible, pas. c'est toujours le même questionnement. On sait pas si c'est important ou pas, puis si on taponne trop, puis on empire la situation, c'est toujours embêtant. Puis tous ceux à qui c'est arrivé, même des fois une piqûre de guêpe, puis ça se met à enfler, puis tu dis, quelqu'un dit tu peux mourir de ça, tu sais plus trop si c'est vrai, t'appelles le, je sais pas c'est quoi, le 411 ou peu importe. Là. 911, 811, je pense. 411. 311, ça c'est la ville de Québec, je pense. Ouais, mais 411, ça doit plus exister ben ça. Tu sais, c'est quand on appelle pour avoir le numéro de téléphone. Non, mais je comprends. C'est vrai qu'on est toujours un peu... Question plus précise concernant les soins intensifs, vous dire que c'était crucial. Est-ce que les cas de COVID qui doivent aller en soins intensifs sont toujours prioritaires sur tous les autres? Parce qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi on tasse du monde qui doivent être opérés, par exemple, assez urgemment pour des cas de COVID. Fait que comment ça gère, ça, là, au quotidien? Au début, c'était ça qui arrivait. Si on regarde, ça a été une grosse partie de ma cabale, moi, parce que je n'ai fait en tabarnouche de la cabale pendant la COVID, là. Au début, on a comme tout libéré pour faire toute la place au COVID. Puis je pense qu'au début, c'était correct comme approche, en ce sens que on savait pas contre quoi on se battait. On a les nouvelles qu'on avait d'Europe, d'Asie, c'est qu'il allait y avoir des morts et des morts. Puis là, t'avais des reportages là en France. On a des tentes à côté de l'hôpital. Puis t'as deux personnes sur un respirateur. Fait que là, bon, là c'était correct parce qu'on dit c'est ce qu'il y a de plus dangereux qui s'en vient. C'est plus imminent. C'est en train de traverser. Puis bon. La réponse initiale, rien à dire, ça a été ça. Mais après ça, pendant l'été, on s'est aperçu que c'était pas si pire, mais quand est arrivé l'automne, on est resté dans un même mode. Ça, c'était pas correct. Parce que on s'est ramassé avec des confinements, on s'est ramassé avec toutes sortes de restrictions pour les gens, puis il y avait des effets collatéraux en dehors de la COVID et personne ne les regardait. Donc, quand ça commence... Dans le fond, COVID-19, là, ça veut dire que c'est de novembre 2019. Le 19, c'est pour 2019. Après ça, on collige des données tout au long de l'hiver. Puis quand arrive l'automne, les données scientifiques commencent à sortir parce qu'il faut quand même colliger les données, les analyser, arriver à les conclusions et les présenter. Et puis, rendu à l'automne, on a la même réponse. Alors, il y a une repique de COVID, puis là, on referme tout, là. On referme chez nous tous nos étages, on se garde la place pour du COVID, puis il n'y en est pas rentré tant que ça. Mais pendant ce temps-là, tout ce qu'on ignorait, c'est que il y avait plein d'autres mortalités qui augmentaient, puis naturellement, nous autres, on parlait pour notre paroisse, pour le cœur. Ouais. À Paris, pendant le lockdown qu'ils ont fait là, au mois de mars à Paris en 2020, il y a eu 2 fois plus de morts subites, de décès cardiaques. Alors, les gens n'allaient pas à l'hôpital, ils avaient peur d'y aller. Et puis, lorsqu'ils appelaient, il était trop tard, ou même c'était un voisin qui disait, écoute, j'ai plus de nouvelles que lui, puis il arrivait, le patient était rendu mort chez lui, là. Ou j'ai entendu tomber dans l'appartement en haut. Donc, beaucoup plus de personnes seules, puis 2 fois plus de décès, puis grosse diminution des appels au 911, au SAMU là-bas. Là. Alors, il y avait des effets collatéraux à ça. Puis regarde tous les dépistages de cancer qu'on a mis de côté. À ce moment-là, c'est sûr qu'il y a un effet collatéral d'augmentation de ces décès-là. Je pense que rendu à l'automne, quand on savait la morbidité que ça causait, puis qu'on savait l'excès de mortalité que ça causait dans toutes sortes d'autres pathologies, on n'a pas mis, du moins en tout cas chez nous, on n'a pas mis en perspective ces deux choses-là. Et puis on a continué à agir comme si le plus gros ennemi c'était le COVID. Oui, il faut en tenir compte le COVID, il faut s'en occuper. Oui, il faut le traiter. Oui, il faut s'en occuper. Mais on a beaucoup trop délaissé tout ce qui était les autres maladies au détriment du COVID. Oui, ça a été, puis c'est un questionnement. Là, l'étonnement, je dirais l'étonnement, parce que même les médias, le grand public, on pensait, tu sais, il y a 2 affaires qui nous étaient venues en tête, c'est quand arrivait l'été 2020-2021, c'était moins pire. Là, on arrive au 2022, puis wow, là, c'est pas ça du tout. Et on se rend compte que la lassitude, le fait que les gens soient tannés, le gouvernement est tanné, puis
Je me demandais, j'allais oser le dire, mais je le pense, fait que je vais le dire. L'élection qui s'en vient au provincial, je suis sûr que ça va teinter les décisions. Ça devrait pas, là, mais on a plein de champs d'action qui devraient pas être teintés par d'autres champs qui prenons les États-Unis avec la séparation des pouvoirs. On a compris que ça peut être assez compliqué. Fait que moi, j'ai de la misère à croire qu'il y a une séparation totale entre la santé puis le politique. Mais ça, c'est un autre débat. Si vous voulez en parler, Dr. Quentin, on peut y aller. Mais... oui, mais ça, c'est important, cet aspect-là. Ben oui, c'est important. C'est très, très important. Puis, je suis certain qu'on se rejoindra pas. En ce sens que la santé publique, c'est quelque chose qui est naturellement très important, très utile, puis c'est une science qui est plus difficile, puis c'est une science où est-ce que les données probantes sont plus difficiles à acquérir, puis sont plus longues, puis bon. En tout cas, mais il reste qu'on a des experts en santé publique qui arrivent avec des recommandations. Là, je comprends très bien tout le débat, là, que les gens aiment pas que le directeur national de la santé publique soit un sous-ministre, donc soumis au gouvernement. Mais il faut réaliser là, que la santé publique, elle doit intervenir au niveau de la population en général. Fait qu'il n'y a aucun directeur de santé publique qui a vraiment les outils, le pouvoir de mettre en action ce qu'il aimerait qu'on utilise comme action, tu sais. Ouais. Ça lui prend une entrée au gouvernement, ça lui prend un levier au gouvernement. Je pense que dans la crise actuelle, le problème a beaucoup plus été un gouvernement qui n'écoutait pas la santé publique. Je pense que ça a été beaucoup plus ça, le problème. Que la santé publique ait des entrées au gouvernement, c'est parfait. Mais il faut que le gouvernement écoute aussi la santé publique. On a vu la dame de Montréal qui a dit, nous autres, on n'a jamais recommandé de fermer les restaurants. Ouais, c'est ça. Ça a pris, non, mais c'est ça l'affaire, c'est que la dame de la santé publique, mettons qu'elle recommanderait de fermer les restaurants, là, c'est pas elle qui a le pouvoir de le faire. Il faut que ce soit le gouvernement qui le fasse. Donc, ça prend un lien entre les deux. Moi, je suis pas du tout choqué de voir un directeur national de la santé publique qui est sous-ministre de la santé. De toute façon, de la façon que ça va, ils sont rendus à peu près avec 20 sous-ministres, là, eux autres, en santé, là. Je pense qu'ils en ont créé 8 de plus, là, pendant la pandémie, là. Fait que, aussi bien qu'il y en a un, mais le problème, je pense que l'écoute gouvernementale n'a pas été là pour les recommandations. Surtout les mesures impopulaires, mettons, pourrais-tu dire ça? Ben, il y a des mesures qui sont importantes, il y a des mesures, mais c'est parce que c'est tellement difficile dans leur domaine d'être capable de dire, là, telle mesure, ça change quelque chose, telle mesure, ça change rien, telle mesure, c'est important, telle mesure, c'est pas important. Alors, c'est comme, il implante un paquet de mesures, mais laquelle a eu quoi comme impact extrêmement difficile à évaluer parce qu'il l'applique à la population en entier. Et d'autant qu'on n'est pas tous pareils, hein, Dr. Quentin? Un homme, une femme, les conditions physiques, physiologiques. C'est ça. Au total, comment on fait pour faire une règle c'est impossible, là, c'est impossible. C'est impossible. Ça fait que c'est pas facile, leur domaine. C'est vraiment pas facile. Puis encore là, moi, je suis pas choqué là, d'un lien avec le gouvernement. Je pense au contraire que c'est essentiel. Mais j'aime ça l'entendre parce qu'on sait pas, nous autres, on n'est pas... Moi, je suis content de savoir qu'il y a une bonne... Je peux pas dire que vous parlez pour tout le monde, Dr. Quentin, mais de voir qu'il y a plusieurs médecins, des gens du monde de la santé qui trouvent qu'ils sont assez bien représentés en ce qui concerne la science qu'eux autres exercent. Mm-hmm. Dans le fond, c'est ça. Mais c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir d'action que moi j'ai. Mm-hmm. Moi, quelqu'un vient, je me dis, il a besoin d'aspirine, je vais lui donner de l'aspirine. Mm-hmm. La santé publique, il dit, ma population a besoin d'un confinement. Tu sais, je suis pas sûr que s'il passe ça aux nouvelles à 5 heures le soir, peut-être Dr. Arruda ou Dr. Boileau maintenant, là, qui arrive avec ça, je suis pas sûr. Non. C'est pas sûr. Est-ce que, de toute façon, je comprends qu'au fil de la pandémie de 2 ans et plus, on a appris dans la gestion, dans votre système à vous, dans votre façon de faire, il y a ça. Mais un des modèles qui semble être, je sais qu'en Asie, on l'a mis en place, dans les pays scandinaves, on en parle puis on est en train de le développer. Je sais pas si ça peut s'appliquer, mais je l'ai entendu, j'ai lu là-dessus, je trouvais que c'est une bonne idée. Sachant que la COVID risque d'être là, le COVID ou la COVID risque d'être là pour un bout de temps, est-ce qu'on pourrait envisager, à votre avis, d'un bon œil, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire depuis une trentaine de minutes, d'avoir des cliniques spécialisées 100% dédiées à la COVID pour éviter d'embourber ou de mêler les patients dans les hôpitaux? Comment dire? Bon, la COVID, en fait, je pense que c'est non-genré. Mais... Allons-y comme ça.
Oui, il va être là. Je sais pas jusqu'où ça va aller. On a une grosse vague là, quand même mondiale actuellement qui est assez contagieuse, mais Dieu merci, qui est pas très très morbide ou mortelle. Ça, à un moment donné, un virus qui fait ça, il va se brûler. Là. Il va y avoir un phénomène de burn-out, puis ça va redescendre. Des cliniques, je dirais de virus, ça peut être COVID, mais il faut pas oublier l'influenza. Ah, les autres, ouais, ok, les autres. Ouais. La grippe, l'influenza aussi, qui a toutes sortes de problèmes comme ça. Le virus respiratoire syncytial aussi, qui nous cause différents problèmes. Puis oui, quand il y a des actions qui sont dédiées vers certaines bactéries, vers certains virus, il y a des bénéfices. Je regarde dans les hôpitaux, il y a plusieurs années, quand on s'est dit, ouais, les problèmes de Clostridium difficile, on va les regrouper sur une unité. Ben, à ce moment-là, on a réglé beaucoup de problèmes de diarrhée puis de mortalité dans les hôpitaux. Fait que je vois pas pourquoi des cliniques spécifiques à gauche puis à droite à l'extérieur pour les problèmes justement là viraux infectieux qui nous surviennent de façon saisonnière, ça fonctionnerait, c'est certain. Après ça, il y a toute leur histoire de la COVID longue, là, mais moi, je ferais aussi vous présenter l'influenza longue, là. C'est des virus là, qui sont multisystémiques, puis quand tu l'as, là, ça prend toujours 1 mois, 2 mois là, avant de récupérer complètement. Puis ça va être un petit peu plus long. Mais des cliniques dédiées à ça, certainement, désembourbent le système, puis moi, je verrais ça d'un très, 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 très bon œil. Puis c'est avec l'avantage qu'on a avec le COVID, c'est qu'il y a tellement eu de science qui est sortie là-dessus depuis 2 ans, ben ça nous donne un certain arsenal. Ben beaucoup de science qui est sortie, malheureusement peu de traitements encore. Puis l'accessibilité au traitement pas toujours aussi facile là, qu'on aimerait. Là. Des fois le gouvernement nous met des bâtons dans les roues, mais ça c'est plus inhérent au fait qu'il a décidé qu'il payait les médicaments. C'est que le jour qu'il a décidé qu'il payait les médicaments, il commence à nous dire comment pratiquer. Ça c'est une petite source de frustration moi, dans ma pratique personnelle bien souvent. Techniquement, si vous avez, docteur Quentin, un patient qui a la COVID et un problème cardiaque pressant, est-ce qu'il faut régler la COVID avant? Non, c'est le problème cardiaque en premier. Toujours en premier, OK. Oui, parce que souvent là, le COVID va être à le COVID va être on est rendu là. Ben oui. Ouais, c'est ça. Donc va être un épiphénomène. Le patient va arriver avec un infarctus. On va appliquer des précautions pour le COVID. C'est comme on a une salle de nouvelle salle, nous autres d'hémodynamie, qui a été construite pendant la pandémie ou on est dans le tournant au début de la pandémie. Puis ben là, quelqu'un a pensé à l'hôpital et dit hey, on va en faire une salle à pression négative de façon à ce que s'il y a des cas d'infection et tout, on va pouvoir les faire là. Fait qu'on va prendre cette précaution-là. On va aller faire ces cas-là dans des salles spécifiques avec des systèmes de ventilation adaptés pour protéger le reste de l'hôpital, protéger les intervenants et tout ça. Mais le problème principal demeure, il y a le COVID, là. Puis le patient de l'autre côté qui est là, qui va venir pour le COVID, oui, on va traiter ça en premier, mais malheureusement, notre arsenal thérapeutique est est encore relativement limité. Puis dans tous les virus, là, on n'a jamais eu beaucoup de médicaments là, qui étaient là, wow, ça fonctionne autant que des antibiotiques pour certains types de pneumonie. Là. Dans les infections virales, on a beaucoup plus de difficultés à les contrôler, à les juguler avec des antiviraux. Fait qu'en COVID, il commence à en avoir un petit peu, peut-être un petit peu plus que les autres, mais on l'a approché de toutes sortes de façons. On a donné de la cortisone, qui est dans le fond un anti-inflammatoire, parce que ces infections-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font une réponse systémique là, d'inflammation. Fait qu'en calmant la réponse inflammatoire, ben on réussit à protéger les autres organes, puis la personne peut mieux passer à travers ça. On a essayé des anticorps, puis il y a 7-8 formulations d'anticorps qui existent sur le marché. Ils ont toute leur utilité, mais quand arrivent des nouveaux variants, ben sont peut-être un petit peu moins efficaces, puis là, faut arriver avec une nouvelle combinaison. La combinaison in à la mode en ce moment, combinaison d'anticorps s'appelle le Evusheld. Fait que, on commence à la donner aux patients qui sont un petit peu plus
un peu plus à risque, là, mais donc les virus mutent tellement que c'est pas toujours facile là, de les combattre. Et juste là-dessus, on parle de vie. Il va falloir vivre avec. Là, ça a été la phrase de l'année. Il faut vivre avec la COVID. Parce qu'on, de toute évidence, avec ce qui se passe dans les derniers mois, bon, oui, elle devient très répandue sans être si sévère. Mais je me disais, là, on se pose, nous, le grand public, qui nous sommes fait vacciner pour plusieurs à 2, 3 ou 4 doses. Là, on ne sait plus trop parce qu'au départ, on se faisait dire, c'est bon pour une couple de mois, 4, 5 mois. Là, finalement, on compte plus les mois, mais on se dit, mais non, quand est-ce que j'ai eu ça, cette affaire-là? Février, ça doit pas être bien bon. Fait que là, on est dans une période de flottement, là. Est-ce que c'est mieux qu'avoir rien eu ou si vraiment ça perd beaucoup de son efficacité, les vaccins? Ben, c'est parce que les gens oublient, le but du vaccin, là, c'est pas juste de ne pas avoir l'infection. On espère que le vaccin va protéger contre une infection, mais le vaccin va permettre à l'organisme de déclencher beaucoup plus rapidement une réponse immunitaire, puis d'aller rechercher dans ses cellules mémoire ou encore de façon circulante les anticorps nécessaires à neutraliser. Le but important du vaccin aussi, c'est d'empêcher la maladie grave. Ça, les gens ont tendance à l'oublier. Encore une fois, quand les gens regardent les chiffres, ils vont dire 2000 patients hospitalisés aujourd'hui. Moi, je vous dis 30 patients aux soins intensifs pour la COVID. Retournez dans les premières phases de cette maladie-là, c'était toujours 10 à 15% des patients qui étaient aux soins intensifs. Fait qu'on en aurait 250, on en aurait peut-être 300 patients aux soins intensifs pour COVID. Donc, les vaccins fonctionnent. Okay. Dr Dontigny, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire quand ils ont commencé la vaccination en début 2021. Eux autres, ils ont fait, puis j'ai pas compris pourquoi le Québec avait pas fait au complet, mais vraiment juste la ville de Québec. Dr Dontigny a regardé les patients les gens qui ont été vaccinés la première fois au début, là, dans janvier là, à mars. Puis il nous est arrivé au mois de juin avec un chiffre hyper intéressant. Des 200 000 personnes vaccinées, puis ces personnes-là n'avaient eu juste qu'une dose du vaccin. De ces 200 000-là, une seule ne s'est retrouvée aux soins intensifs. Wow! Fait qu'il faut jamais oublier cet aspect-là du vaccin. Le virus va muter, va trouver la façon d'éluder une partie de la réponse immunitaire, mais le vaccin est là pour nous empêcher d'en mourir, pour nous empêcher de se retrouver aux soins intensifs. Est-ce qu'on va être capable? C'est un aspect qu'on oublie. On va-t-il être capable, Dr Quentin, de vivre avec? Pensez-vous que c'est ça qui va arriver? Oh oui, ouais, oui. Okay. Comme on regarde, là, nous autres, en greffe, là, il y a un médicament, un virus là, qu'on check beaucoup, qui s'appelle le CMV. CMV, là, 80% de la population est porteur, puis il a fait absolument rien. Je suis certain qu'il y a 300 ans, 400 ans, peut-être pas si loin que ça, là, mais il y a plusieurs années, le CMV était très méchant, puis finalement, il a muté, puis on vit carrément avec. Là. Okay. Le COVID qu'on voit en 2022, puis celui qu'on a vu en 2020, on parle pas des mêmes mortalités. Fort probablement qu'il y a une dose importante du vaccin là, pour expliquer ça, mais on sait aussi que le virus a muté, il se transmet beaucoup plus qu'il se transmettait avant, mais il est moins létal, il est moins morbide. Donc oui, on va être capable de vivre avec. Faut pas oublier, on vit avec l'influenza, là. Mm-hmm. Tu sais, l'influenza, il revient à chaque année, là. Puis juste dire que les taux de mortalité d'influenza puis COVID sont comparables. On n'en parle pas, on l'oublie. Mais ils sont comparables. Donc, on vit avec l'influenza. On va être capable de vivre avec l'autre. Il est juste plus contagieux, mais on va être capable. Est-ce qu'on va prendre d'autres doses, à votre avis, Dr Quentin? Certain. Oui, on va continuer. Certain que ça va être des doses de rappel. Une fois ou deux par année, ça se peut, là. Hein? Une fois ou deux par année, il faut penser à ça. Comme pour l'influenza, on va dire, les gens à risque, on vous le propose, ça va être 65 ans et plus, les gens avec des comorbidités, puis on vous le propose de façon régulière est-ce que ça va être aux 6 mois, est-ce que ça va être aux 12 mois, je sais pas. La seule chose, c'est que le COVID, c'est un virus ARN, puis quand il se reproduit, il fait beaucoup d'erreurs, puis donc il y a beaucoup de mutations qui surviennent tout le temps, ce qui est un petit peu moins le cas avec l'influenza, puis on est capable d'arriver avec des vaccins
qui protège d'une année à l'autre parce que le virus n'a pas tant changé que ça, là. C'est juste en influenza, ils regardent quelles seront les souches dominantes puis ils font les vaccins en conséquence parce qu'on en a pour plusieurs souches. Mais COVID, la façon dont il se reproduit puis toutes les erreurs qu'il fait dans sa reproduction, ça permet l'émergence de plusieurs variants, mais la technologie qu'on a actuellement pour les ARN messagers dans les vaccins, ce qui est intéressant, c'est qu'on a isolé la protéine que le virus utilise pour se lier aux cellules, puis c'est ça la cible du vaccin. Fait que le virus, il peut pas tant que ça modifier sa protéine parce qu'il sera plus capable de se lier, puis il sera pas dangereux, puis il va mourir. Fait que l'idée du vaccin ARN qui a une cible comme ça assez spécifique, assez précise, moi, me fait bien plaisir. Mais à travers tout ça, moi, je veux rappeler que je suis cardiologue. Là. Je suis pas covidologue, mais non, il est pas loin, pareil. Vous êtes plus proche de la médecine que nous, là. On comprend. Ouais, c'est ça. Donc, en plus, avec les greffiers, qu'eux autres avaient un taux de mortalité de 20-25% dans la première itération du COVID, là. Il a fallu que je me tienne à jour. Puis en plus, comme en tant que gestionnaire du service de cardiologie, il a fallu que je me tienne à jour pas mal pendant cette époque-là. Fait que c'est ça que j'expliquais à mes collègues. Je dis, moi, je suis plus cardiologue, là, je suis covidologue, là, j'en peux plus. Deux choses, juste avant je veux qu'on parle de cardiologie, mais deux petites choses. Est-ce qu'on peut imaginer que l'intensité avec laquelle la science a dû se revirer de bord, et on parle des vaccins, mais on parle de bien d'autres choses, l'organisation, tout ça, l'échange international entre les hôpitaux puis entre les spécialistes, tout ça, et aussi l'obligation pour le gouvernement du Québec et les autres gouvernements, mais parlons d'une autre, de voir les problèmes puis d'entendre, d'écouter, puis est-ce que tout ça peut avoir fait qu'on va avoir un certain catalyseur, qu'on va avoir appris, puis qu'on va être capable de faire un pas en avant? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a quand même fait des pas de géant là-dedans. Là. La vitesse à laquelle les vaccins ont été ajustés, développés, la vitesse à laquelle les médicaments, les évaluations ont été faits. Là, la médecine a comme compris qu'on pouvait utiliser Internet. Là. Je pense que toutes les bases de communication, parce que c'est juste ça, c'est une question de communication. On lâche les fax un peu, là? Ouais, non. Non, même pas. Même pas. Mais donc ça on a vu là l'importance de l'échange d'informations et la vitesse où ça peut aller. Je regarde New England Journal of Medicine, qui est la plus grosse revue là, scientifique en médecine. Tout ce qui était COVID, c'était accès gratuit à tout le monde tout le temps. Là. Et donc, là, chez moi, mon abonnement, puis tout le monde a super bien réagi, puis je pense que s'il arrive un autre problème, ben ça devrait arriver là encore une fois là. OK. Ça, je suis pas inquiet. Je pense qu'on a enfin utilisé ce que bien les compagnies utilisaient déjà, puis c'est juste qu'on s'est aperçu, waouh, ça peut fonctionner en médecine. Là. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la suite. C'est ça. C'est ce qu'on veut. C'est que ça. Bon, moi, je pense que oui. Ouais. On dit dans un drame ou quand quelque chose de gros arrive, ils sont capables au moins d'arriver avec des solutions puis de changer des choses en permanence. C'est bien. Mais c'est ça. C'est exactement ça a été ça. Puis c'est comme disait l'autre, hein. À gang, on sait tout. On y revient, c'est sûr. Mais c'est ça qui est arrivé pareil. Oui, je veux dire, la gang s'est mis ensemble, puis on a trouvé des solutions. Puis rapidement, hey, ça c'est ma solution, je vais l'appliquer, patati patata. L'aspect qui va falloir regarder, c'est que différents gouvernements, dont le gouvernement canadien, faisaient surtout la promotion des médicaments génériques, puis quand on aurait eu besoin de producteurs locaux de ces médicaments-là, de producteurs locaux de ces vaccins-là, ben on n'avait plus parce qu'on a laissé aller ça partout sur la foi de je sais pas trop quoi, de coûts et de tout. Puis ça veut dire qu'il va peut-être falloir que les gouvernements réexaminent leur politique du toujours le moins cher. Puis, voir un petit peu plus loin là, que le budget qui arrive au mois d'avril, puis de penser que certains investissements en valent la peine parce qu'on avait pu se revirer de bord. Le vaccin d'Oxford là, qui avait été développé là, par AstraZeneca, en Inde, ils ont dit « Envoie-nous la recette, là, nous autres, on est prêts. Nous, on était... Puis il y a eu une entente là, avec en Inde, puis ils l'ont fait, ils l'ont produit, le vaccin.
Ben, c'est ça. L'autre problème qu'on a vécu, cependant, dans cet échange de données-là, c'est que, puis ça va être difficile, mais c'est les effets secondaires ont été mis complètement hors de proportion. Peu importe les vaccins, ils ont tous des effets secondaires. Puis, on a juste entendu parler. Le vaccin là, d'AstraZeneca, le gouvernement du Canada a fini par le bannir. Il y en a un qui n'a jamais rentré parce qu'il y avait eu un petit peu de thrombose. C'est parce que le nombre d'événements est infime, mais dans tous les autres vaccins qu'on utilise, il y a la même chose. Avec les vaccins ARN messager, ils disent qu'il y a des myocardites. Myocardite, c'est un virus qui affecte le cœur, qui fait qu'il va pomper moins bien. Fait que là, tout le monde a l'air à penser que le vaccin ARN messager a inventé la myocardite vaccinale. Non. Le vaccin de la variole, là, pas la variole du singe, là, la variole de l'homme, là. C'est le premier vaccin qui a été connu pour causer ça, ces myocardites-là. Les vaccins de l'influenza en cause aussi. Mais tout ça a été mis hors de n'a pas été mis en perspective. Puis il y a toute une partie de notre arsenal thérapeutique qu'on est obligé d'enlever sur des problèmes que je qualifierais de médiatiques. Oh oui. Parce que la proportion de ces événements-là, par rapport aux bénéfices qu'on en retirait sur une base populationnelle, ne justifiait pas la couverture qu'ils ont dans les journaux. C'est un petit peu comme Québec solidaire. Ils n'ont pas beaucoup de votes, mais ils ont 50% des journaux. C'était la même affaire, là. Parlons un peu de cardiologie, Dr Quentin, c'est quand même quelque chose que vous connaissez assez bien. Moi, j'ai une question plus large au départ, c'est je me posais la question, est-ce que les avancées spectaculaires dans le traitement des maladies du cœur, qui sont vraies depuis des dizaines d'années, est-ce que ça, c'est pas comme tel un couteau à deux tranchants? Si ça va pas, je sais qu'on va me soigner parce que la science est rendue là. Puis si on me soigne, ben, je vais être guéri, je peux repartir en peur. Fait que je me disais, est-ce que c'est trop gros ce que je dis comme façon de voir? Ben, en fait, c'est tout le concept de oui, on s'améliore tout le temps, puis les gens sacent de la prévention. Au fond, c'est un peu ça. Oh oui, ça résume très bien. Oh oui. Ça c'est. Puis on tombe dans nos vieilles habitudes quand on était soigné. Une coupe de pontage, bing bang, je reviens, hey, jamais été en forme demain. Qu'est-ce qui dit que je vais tout faire pour préserver cette forme-là et non pas revenir à mes anciennes insouciantes habitudes, peut-être? C'est parce qu'on a tendance en fait, ce serait une bonne question pour Paul, ça. Ah oui, Paul Poirier, ben oui, le préventionniste, ben oui. Oui, c'est ça. Fait qu'avec une intro de même, ça se tiendrait pour 2 heures. Ça fait 2 heures, facile. Mais grosso, est-ce que c'est un peu ça la Mais ce que je vois quand même, les gens, quand ils font un infarctus, puis on réussit à régler ça, puis il n'y a pas trop de problèmes, on leur explique que c'est un avertissement. Ils sont à risque d'en faire d'autres. Et la plupart des gens sont assez réceptifs à ça. Je pense qu'il y a quand même une partie de cette question-là, de cet argumentaire-là est quand même vrai. En ce sens qu'on est en train de voir, on avait une espérance de vie qui avait augmenté au fil des dernières décennies. Puis il y a peut-être certaines tendances là, au cours des dernières années où est-ce que l'espérance de vie commence à redescendre. Mais bon, il reste que quand l'espérance de vie est à 82-83 ans, je pense pas qu'il faut qu'elle se rende à 95 là, parce que non. Donc peut-être c'est une vision qui est à court terme là. Puis si on regarde dans 5-6 ans, on va la retrouver encore autour de 80-82 ans là. Mais si les gens se négligeaient par la suite à tous ces événements-là, l'espérance de vie, on n'aurait pas réussi à l'augmenter tant que ça. Bon, je comprends que l'espérance de vie est un concept là, actuarial, statistique, qui a été drivé en gros par les unités néonatales. C'est quand même drôle, là, mais c'est l'amélioration en début de vie qui a fait qu'on a augmenté l'espérance de vie. Là. Et puis, parce que quelqu'un qui mourait à la naissance, maintenant fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, fait que ça fait une grosse différence sur l'espérance de vie. Mais il reste qu'à la base, là, j'espère pas choquer le monde, mais on va tous mourir, puis on va mourir de quelque chose. Ouais. Fait que moi, quand en cardiologie, nous autres, on fait des avancées, puis on diminue la mortalité cardiaque, ben il y a une mortalité autre qui augmente ailleurs. Est-ce que c'est une mortalité par cancer? Parce que les gens sont plus âgés, puis il y a plus de cancer chez les personnes âgées? Probablement que c'est ça.
Ben, en fait, pas probablement, c'est ça. Alors, il y a comme c'est un déplacement de mortalité, là, puis... mais je trouve que la plupart des gens se reprennent pas mal en main et puis ils font quand même des bons efforts. Quand on parle de prévention secondaire, dans le fond, ceux qui ont eu un événement, ils ont comme compris, là, puis il y a quand même une bonne proportion. Mais il y en a une proportion qu'eux autres, ça change rien. Puis, on pourra beau leur dire ce qu'on veut, il n'y a pas grand-chose là, qui va changer leur idée. Écoutez, moi, je sais pas. On leur fait des recommandations, mais... Moi, je vire pas fou avec ça, là. Non, je comprends. Mais est-ce que des fois, c'est frustrant? Vous parlez à quelqu'un, puis qui vous... Tu sais, on va jaser entre nos deux, là. Il vous dit des choses, vous savez très bien que c'est pas vrai, là. Vous savez très bien qu'il vous ment. Vous êtes pas là non plus c'est pas une police, là. Mais tu sais, des fois, c'est frustrant. Tu te dis, Caroline, je sais pas comment ça se passe avec un patient, mais un patient qui s'il arrivait dans votre bureau puis sentait la cigarette, ça serait une chose, là. Mais tu sais, dans le sens où... Ah oui, deux, trois questions. Ah oui, ça arrive. Ben oui, moi, j'ai un nez pas pire pour ça. Non, mais... J'ai dit, fumé encore. Ça fait 55 Fait que là, il me regarde, puis je dis, fumé encore. Point d'interrogation, fumé encore. Puis là, il commence des phrases. Non, j'ai dit, ça se répond par oui ou par non. OK, on va aller plus vite, là. On va sauver au moins là-dessus, là. Fait que là, il dit oui. Mais là, comment dire? Ouais. Moi, là, je suis né en 65. Quand j'ai grandi, là, la cigarette, je le savais, là. Je regardais la télé, là, puis il y avait des annonces à la télé, là, que c'était pas bon, la cigarette. Moi, j'ai grandi en le sachant. Ceux qui ont 70 ans et plus savaient pas, ils sont pris avec ça, puis je leur pardonne beaucoup. T'sais, qu'ils sont pas capables, ils essayent, ils sont pas capables ou réussissent à diminuer, tu sais, puis... Honnêtement, les patients, là, ils nous mentent pas. Moi, si le patient est juste lui puis moi dans le bureau, là, s'il est avec sa femme, il y a toujours des chicanes de couple, c'est drôle. Je trouve ça top dedans. Ah oui? C'est pas ça que tu me dis? C'est ça. Ça va bien. Puis là, la madame a dit, ben non, ça va pas bien. Lui, il dit, ben oui, moi, je vais bien. Mais ça, c'est drôle, là. Fait que tout ça pour dire qu'en général, les patients nous mentent pas. Okay. Ils réalisent que on pose ces questions-là pour essayer de les aider, pour trouver des solutions. Puis, si on parle de l'exemple de la cigarette, s'ils fument, essayer de trouver des solutions pour les aider à diminuer ou à cesser de fumer. Fait ils savent, ils nous mentent pas. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que je me fais mentir, là. Puis, de mon côté, il faut que tu prennes ta part du deal si tu veux pas te faire mentir. C'est qu'ils te donnent la vérité. Comme dit ma fille, tu le juges pas. Mais non, tu commences pas à y fesser de puis dire, tu peux faire il y a moyen de l'approcher, d'expliquer, ouais, c'est peut-être une partie, puis les patients, ils savent. Des fois, le patient vient te voir, là, il est essoufflé, là, puis il fume 3 paquets de cigarettes par jour. Il dit, mon médecin m'envoie ici pour être sûr que c'est pas le cas. Mais il dit, crème, sa cigarette. Il dit, ça fait 30 ans que je fume 3 paquets par jour, tu sais, bon. Fait que les patients le savent. Fait que là, c'est une question de les rejoindre puis de travailler ensemble, là. Ouais. Ah oui. Ils nous mentent pas. En tout cas, moi c'est mon principe. Je sais pas. C'est sûr qu'il y en a qui doivent pas nous. Ah oui, je c'est comprends. sûr qu'il y en a qui doivent nous mentir. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Dr. Quentin, c'est si on parliez de ceux qui ont eu des événements, qui ont eu un problème, qui ont eu des petits infarctus, ou peu importe, qui sont liés, qui ont eu à consulter, par exemple. Mais il faut parler de tous ceux et celles qui, ayant appris, ayant lu, s'étant informé, ayant compris que les bonnes habitudes de vie, ça te permet de mieux dormir, d'être plus en forme, d'être plus... Peu importe les raisons, ce monde-là qui a pas d'accident cardiaque à 58 comme nos parents il y a 70 ans, mais qui va se rendre avec une assez bonne santé à 80-85, c'est important maudit aussi. Ceux que vous voyez pas, là, mais qui font des efforts, c'est une masse. Oui. Puis, en fait, moi, je le vois indirectement. Okay. Quand on avait 18-20 ans, là, c'est là que les pères de nos amis se ramassaient pontés à 40. Une génération qui, c'était les œufs, bacon, la cigarette, on ne bouge pas, puis j'ai une télécommande, j'ai même plus besoin de me lever, là. Leurs enfants ont eu des problèmes cardiaques, mais 15 ans plus tard que le père, puis beaucoup moins
grave, beaucoup moins, un malaise beaucoup plus circonscrit au niveau du cœur que ce qu'on voyait chez leurs parents. Fait que, encore une fois, pour moi, c'est toutes ces affaires de prévention-là, je pense que ça a fonctionné. C'est sûr. C'est une bonne nouvelle que ça ait fonctionné. Oui, mais comme je leur dis, tu peux pas te sauver de ta famille. Et si dans ta famille, il y en avait eu de bonheur, puis là, t'en as pas, ben garde, tant mieux, sois content. Même si tu as des bonnes habitudes, tu pourrais avoir des problèmes parce qu'il y a un substrat génétique, il y a un substrat familial qui est là. Mais moi, je suis content, là, je le vois moins fort puis plus tard. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Une question pratico-pratique, je suis pas sûr que je suis le seul à me poser la question. Quand on va voir, moi j'ai un examen annuel depuis 20-25 ans que je fais avec mon médecin, puis là, il me parle toujours de bon puis de mauvais cholestérol. Docteur Grenier, Docteur si Grenier, oui, absolument. Puis non, mais il est pas en retraite? Non, il m'a pas parlé de retraite. Par contre, okay. il m'a parlé qu'il avait commencé à faire de la moto. Il était content de partager ça avec moi. J'ai dit, il faut faire attention, je sais que c'est dangereux. Mais tout ça pour dire que depuis l'âge de 40 ans, parce qu'on avait de l'athérosclérose dans la famille, il me dit en prévention, il me donnait la petite dose. Puis là, on continue avec ça depuis quelques années. Puis en marchant tous les jours, puis en faisant un peu plus attention, parce que je suis un gars qui est plus corpulent, j'ai réussi à maintenir des bonnes façons de faire, puis j'ai des résultats pas pires, j'étais bien content. Mais lui, il me parlait de bon et mauvais cholestérol. Moi, j'avais le goût de vous poser la question, ça sert à quoi le cholestérol? Qu'est-ce que ça fait le cholestérol? Parce que le cholestérol, tout le monde entend, il dit, j'ai du mauvais cholestérol, trop de gras, trop de ci, trop de ça. Mais c'est quoi le cholestérol? Qu'est-ce que ça fait? Le cholestérol, c'est une composante essentielle des membranes de nos cellules. Alors, nos cellules, c'est en fond, ils ont un mur autour, là, qu'on appelle une membrane, qui a, entre autres, du cholestérol dedans pour assurer une certaine fluidité, permet les échanges entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. C'est ça que ça fait le cholestérol. Le problème, c'est que il voyage dans le sang à travers des plus grosses particules, là, puis on va les appeler LDL pour mauvais cholestérol, HDL pour bon cholestérol. Ça veut tout simplement dire HDL, c'est High Density Lipoprotein, donc une lipoprotéine à haute densité. Donc là-dessus, il y a quand même beaucoup de cholestérol pour la grosseur de la particule. Puis le LDL, c'est Low Density Lipoprotein, donc une lipoprotéine, quelque chose qui véhicule du cholestérol à plus faible densité. Celle-là est plus collante sur les artères. Celle-là, elle va faire des blocages au niveau des artères. Donc, elle est étiquetée de mauvais cholestérol. Puis l'autre, elle fait un petit peu plus de ménage, est capable d'enlever le cholestérol en circulation, puis permettre au foie de l'excréter dans la bile. Donc, éventuellement, ça va sortir dans les selles. Mm-hmm. Donc, il y en a un qui est comme un transporteur, comme un autobus, là, qui arrête à différentes places dans le vaisseau sanguin, puis il laisse un peu de cholestérol, change à une autre place, laisse un peu de cholestérol. Puis le HDL, lui, c'est comme le vidangeur. Là, il refait les mêmes places, là, puis il ramasse le cholestérol, puis il le ressort. Okay. Fait que, grosso, là, ça peut ressembler à ça. Ça m'explique bien, là. Mm. Idéalement, faut éviter d'avoir celui qui est bas, dans le fond. On veut plus de vidangeurs que d'autobus. Dernier point, dernière question, parce que je veux pas qu'on fasse 4 heures comme certains sont capables de faire, bien que ça va très bien. Je voulais qu'on parle de la relève. Les étudiants, est-ce que vous en voyez? Est-ce qu'on veut être un cardiologue en 2022? Est-ce qu'on a le goût d'étudier là-dedans? Je sais pas. Je me posais la question de la relève. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que le syndicat des médecins spécialistes empêche rend ça difficile? Est-ce que les examens sont trop durs pour entrer? Des choses qu'on entend. Ah, OK, bon. Ça, ça m'intéresse parce que, bon, dans le fond, le syndicat des cardiologues, mais moi, je suis le vice-président du syndicat des cardiologues, l'association des cardiologues. On a la bonne personne, c'est bon. Fait que, donc, oui, ça va intéresser les gens, naturellement, à devenir en cardiologie. Il faut comprendre que la cardiologie, c'est une spécialité qui est extrêmement, je vais dire dynamique, puis on a un potentiel thérapeutique qu'on voit pas nécessairement dans toutes les spécialités. En ce sens que on met des pacemakers,
on fait des interventions pour brûler des arythmies malignes. On met des défibrillateurs pour s'occuper des arythmies malignes. On a des cathéters pour aller ouvrir les artères. On a des cathéters pour aller remplacer des valves. On travaille de concert avec les chirurgiens cardiaques pour les gens qui ont besoin d'une chirurgie, que ce soit pour des pontages ou remplacer une valve. Donc, certains sont faits par les chirurgiens, des fois, c'est fait par des cardiologues, sans avoir nécessairement la nécessité d'ouvrir le thorax. Fait que, après ça, je parle même pas de tous les médicaments qu'on a. On a les médicaments pour le cholestérol, les médicaments pour éclaircir le sang, les médicaments pour l'angine, pour les arythmies. Donc, il y a quand même un éventail de pratiques qui est quand même très, très, très varié, très intéressant. On a une pratique, malheureusement, qui est une pratique d'urgence, où est-ce que 40% des patients, leur premier contact avec un cardiologue, c'est pas via la radio, là, c'est via l'urgence. Ah oui. Alors, donc, ça implique une présence qui est peut-être un peu plus importante que certaines autres spécialités, une garde qui est un petit peu plus lourde que certaines autres spécialités. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Nous, les postes qu'on a en résidence, à chaque année, sont comblés. Donc, les résidents, ce sont eux qui viennent nous remplacer éventuellement, puis à chaque année, sont comblés. Nous, à l'Association des cardiologues, on pousse toujours pour en avoir plus, puis il y a une conférence des recteurs, puis il y a une conférence avec le gouvernement qui contrôle le nombre de résidents qui entrent. Donc, est-ce que c'est trop bas? Est-ce qu'à votre avis, c'est trop bas? Okay. Oui, c'est trop bas parce qu'on a fait faire des analyses, puis juste avec notre taux d'attrition, on n'est pas capable de... le taux qu'on a en supposant que tout le monde revienne, puis tout le monde passe, remarquez que la plupart passent, c'est rare qu'il y ait des échecs, là, mais il y en a qui, mettons, reviendront pas. On va décider de les pratiquer en Ontario ou vont les pratiquer aux États-Unis. Donc, avec le taux, on n'est pas capable de combler. Puis comme on est au Québec, ben notre taux d'immigration, il est pas fort. Hein? On n'est pas comme en Ontario qui peut décider d'aller recruter quelqu'un en Saskatchewan pour venir pratiquer à Toronto. Il y a des bonnes chances qu'aux deux places, ça se passe en anglais. En anglais, oui, c'est ça. En anglais. Bien à cause de la langue. Peut-être en ukrainien aussi, là, mais en ukrainien, il le recruterait à Toronto aussi, ça c'est clair. Là. Ouais. Mais donc, nous, on a le même problème que l'immigration standard. Là. On a une barrière de langue. Là. Alors, donc, oui, on aurait besoin de plus, mais il y a un frein qui est à différents niveaux, soit au niveau de la faculté de médecine, où est-ce on devrait en admettre plus pour qu'éventuellement, dans chacune des spécialités, et entre autres, la médecine familiale, qui ait plus là, de candidats qui aboutissent. Là. Autrement dit, si on échappe une couple qui choisissent d'aller ailleurs, ben on garde un lot assez grand chez nous, c'est ça? Ben oui, mais c'est une tendance que j'entends. Je sais pas si c'est une tendance. J'entends ça depuis 1 an, 2 ans, là. Ça fait quand même plusieurs qui ont commencé un cours de médecine. Là, ils arrivent puis ils flushent tout ça là. Ils vont faire quelque chose complètement à l'opposé. Puis ça c'est une grosse perte sèche là pour nous là, parce que quand la personne commence à l'externat ou en résidence, donc il a déjà fait 5 ans, 6 ans de formation, décide non, moi ça marche plus. Ben j'aurais pas un autre candidat qui est prêt là. Tu sais, je peux pas dire écoute, tant mieux, tu seras heureux en journalisme. Puis là, toi, viens-t'en, remplace-le maintenant en médecine interne. Non, c'est pas de même, ça marche. Il faut que je n'ai un qui reparte à zéro. Cardiologue, c'est combien de temps? C'est 7 ans, 8 ans? Je sais pas. Au total, pour partir... un cardiologue, là. Cardiologue... Au moins 7 ans, d'après moi? 7 ans. Chirurgien, une autre année ou deux, peut-être? C'est 7 ans. Il y a au moins 4 ans il y a au moins 4 ans du cours de médecine. Mm-hmm. Puis après ça, non, c'est plus que 7 ans, là. C'est 4 ans de cours de médecine, 2 ans d'externat, fait qu'on est rendu à 6 ans. Ouais. Puis après ça, c'est 6 ans de résidence. Fait que c'est 12 ans. OK. Fait que c'est une vocation même avant même de commencer. Ben, évidemment, rendu là, j'imagine à 7, 8, 9, 10 ans, on est déjà pas mal au cœur de l'action, est-ce que je me trompe? Oui. Okay. Après 6 ans, là, on est dans les hôpitaux. Ben, okay. Après 4 ans, on est dans les hôpitaux comme externes. Mm-hmm. Puis après 6 ans, ils sont dans les hôpitaux comme résidents, qui est un travail qui est rémunéré. Mm-hmm. Et que la nuit, t'es comme souvent tout seul au monde. Là. Ça fait que t'es pas mal dans l'action. C'est sûr qu'on les supporte. S'il y a quelque chose, ils nous appellent, puis on rentre, quoi que ce soit. Mais partie de leur apprentissage, c'est que sur la garde, puis à l'urgence, ben ils sont là. Il y a des collègues plus expérimentés qui les aident, puis nous autres au-dessus. Aussi au besoin. Fait que le système est quand même bien fait, mais c'est tellement long que s'il y en a qui abandonnent au niveau de la résidence,
on est rendu à 7 ans de formation, peu importe la spécialité dans laquelle il veut aller, ben c'est un gros déficit. Puis honnêtement, là, j'en ai entendu 3-4 des histoires de même cette année, j'avais jamais entendu ça avant. Puis ça me tracasse un peu, ça m'inquiète un peu. Parce qu'on entendait, docteur Quentin, souvent, c'est très difficile de rentrer en médecine, c'est pas facile, mais quand on est rentré, la plupart sortent. Ils se rendent au bout. C'était ça qu'on entendait, hein? Oui, moi je le décrivais différemment. Je dirais que c'est très difficile couler en médecine. Il y avait toutes sortes de mécanismes pour s'assurer que leur système de sélection fonctionnait. Ouais. Mais avec les générations actuelles, ça a plus l'air être comme ça. Là. On parle beaucoup là, de l'attitude là, des jeunes de la vingtaine qui est différente de ce qu'on connaît. Je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle est différente de ce que nous on connaît, et ça nous met un petit peu plus à risque d'avoir justement ces abandons tardifs là qu'on n'est pas capable de remplacer. Puis il faut se poser la question à ce moment-là sur tout le système d'entrée. Peut-être que c'est lui qui est pas correct actuellement, mais comment exposer quelqu'un à ce que ça va vraiment être dans 6-7 ans alors que ils se font applaudir, coaxer, t'es premier de classe, t'es première de classe, puis t'es bon, t'es bonne, vas-y. J'en ai vu une couple de les amis des enfants de mes amis qui faisaient des demandes en médecine juste pour se prouver qu'ils étaient capables d'y aller, puis après ça, ben ils refusaient. Au moins ils refusaient parce que bon, finalement c'était pas ce qu'ils voulaient faire, mais c'est une drôle de mentalité. T'as l'impression que le système en ce moment ne favorise pas nécessairement ceux qui voudraient y aller pour les bonnes raisons. Là. Okay. Et peut-être qu'ils doivent se questionner. Est-ce que vous avez des représentations par spécialité ou même les médecins généralistes pour voir comment se fait l'admission, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour être... Évidemment, ça pourra jamais, je pense, la médecine être bord ouvert, tout le monde rentre facilement là-dedans. C'est pas ça qu'on veut. On veut quelqu'un qui est capable de faire un travail. Non, c'est ça. Ça se compare pas à n'importe quel métier. Mais en fait, il y a des places où est-ce que c'est un petit peu plus le bar ouvert, puis la sélection se ramasse plutôt au niveau de quand on pense à l'Europe, là, il y a un accès beaucoup plus facile aux facultés de médecine, mais l'accès au travail par la suite est beaucoup plus difficile. Ouais, okay. Et puis à ce moment-là, les gens peuvent être pris à se réorienter. Mm-hmm. Alors nous, on a choisi un système où est-ce que on va te faire le goulot d'étranglement au début, mais on devient un petit peu mal pris quand la personne veut se réorienter. Est-ce que vous diriez en terminant, Dr Quentin, que vous aimez plus votre travail aujourd'hui qu'au début? Non. J'aime ça. J'aime ça comme réponse. Ben, j'ai l'impression que c'est une passion. Ben, écoute, en parler, c'est une chose. Le vivre, c'est autre chose. Mais pourquoi non? Pourquoi non? C'est... Premièrement, le gouvernement rend ma pratique difficile. Puis, au début, il était moins impliqué dans ma pratique, puis maintenant, il décide du type de médicament que je dois utiliser, chez quel type de patient. Il faut remplir plein de formulaires. On a... c'est la paperasse. OK, paperasse. Qui a plus de sens. On l'entend beaucoup des médecins. Beaucoup. Puis, tu sais, là, tu regardes le patient, tu sais ce qu'il a besoin. C'est comme je prends un exemple, nous, on a un médicament d'insuffisance cardiaque que toutes les sociétés savantes, la American Heart Association, American College of Cardiology, le Canadian Cardiovascular Society, le European Heart Society, tout le monde là dit ce médicament-là d'insuffisance cardiaque numéro 1. Ben, ici, là, il faut que je remplisse un formulaire, puis que le patient a eu tel médicament pendant 1 mois, puis là, j'envoie le formulaire, puis peut-être qu'il va pouvoir avoir le médicament. Ça me fâche parce que le gouvernement se substitue premièrement à moi, qui s'appuie sur juste les experts mondiaux en insuffisance cardiaque qui disent que c'est ce médicament-là qu'on devrait utiliser. C'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Mais c'est ça. Mais c'est comme ça. Fait que là, ils ont décidé de payer les médicaments, puis là, ils décident en plus de l'utilisation. Ça, c'est un aspect qui est frustrant. L'autre aspect, c'est que à un moment donné, on regarde les listes d'attente, puis on dit, ben là, ça prendrait tel appareil.
OK. Nous autres, on a eu chez nous un appareil là, pour la médecine nucléaire, pour aider au niveau de la cardiologie. Je pense que là c'est... On peut parler de 2 ans là, pour faire approuver par le gouvernement. Là. Fait que, c'est beaucoup de monde qui travaille. Beaucoup de monde qui travaille pour avoir cet appareil-là. C'est accordé en 2017, puis il est toujours pas en fonction. Et c'est ça qui me fait dire non. C'est pas quand je vois les patients. Quand je vois les patients, quand je suis à l'étage, ça, c'est agréable. C'est hyper agréable. Mais c'est toute cette interaction avec un système de santé qui est beaucoup trop gros, qui a pas... c'est drôle ce que je vais dire là, hein. Il est beaucoup trop gros, mais il n'y a pas assez de gestionnaires. C'est parce que dans notre système de santé, on a beaucoup d'infirmières et de médecins qui sont gestionnaires, qui sont pas formés pour faire de la gestion. Puis ça, c'est un écueil. Ça, c'est un problème. Mais je regarde celui qui vient de prendre sa retraite, qui était au CIUS, Michel Delamarre, c'est un gestionnaire. Mm-hmm. Il était chez nous à l'hôpital Laval. Quand il était là, ça allait bien. Et il prenait notre opinion, il nous écoutait, puis il nous expliquait dans mon contexte de gestion, je ferais ça de même. T'sais, il nous montrait son aspect, puis nous autres, on lui montrait le nôtre, puis on réussissait quand même à bien avancer, puis j'aimais ça allait bien. Mais dans le système, il y en a pas beaucoup bien placés, haut placés, des gestionnaires. Il n'y en a pas autant qu'il devrait y en avoir, à mon avis, quand on regarde l'importance dans le budget de la province que représente la santé. C'est quand même 50% du budget, là. Alors, on a beaucoup de gestionnaires qui sont des infirmières, qui sont des médecins, beaucoup de cadres intermédiaires. Les cadres intermédiaires s'arrêtent pas de pousser, puis la plupart du temps, c'est des infirmières. Il y a certainement de bonnes infirmières gestionnaires, mais la proportion d'infirmières qui sont dans les étages de cadres intermédiaires, ça m'intrigue. Je me dis, si c'était une profession qui menait tant que ça à la gestion, je comprends pas. Mais il y en a des bonnes. C'est pas ça que je veux dire. Mais je trouve que la proportion est trop grande. Puis des fois, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y en a tant que ça là, qui sont gestionnaires, mais tu t'aperçois que ça change aussi leur qualité de vie. Là. C'est plus chiffre de nuit, chiffre de soir. Là. T'es rendu de jour. Tu fais plus de fin de semaine. Ça fait qu'il y a quand même quelque chose de... Il y a du plus pour eux autres. Ouais, il y a un plus pour elles, puis tant mieux pour elles, honnêtement. Là, leur job, moi, juste que je la ferais pas. C'est tough, la job d'infirmière. C'est difficile. Ils ont pas assez de reconnaissance du gouvernement. Je pense que c'est super tough. Puis j'ai compris de vouloir aller ailleurs, mais d'un autre côté, dans l'intérieur du système, et d'un autre côté, je pense que ça a un petit peu sclérosé notre système. Est-ce que, dernier point, est-ce que je pourrais penser de ce que vous venez de dire, Dr Quentin, que l'idée d'amener un Christian Dubé, d'abord reconnu comme un bon gestionnaire, ministre de la Santé, c'était bon? Probablement. Bon, c'est sûr qu'il est arrivé un petit peu parachuté là dans un contexte de crise. Trouble, oui, ben oui. Ça, c'est peut-être pas l'idéal, parce que ça lui permet peut-être pas là, d'arriver avec la tête reposée puis dire ouais, je vois ça, j'ai telle chose à régler. Il est arrivé, il dit écoute, le pompier est pris dans le feu, il faut que tu ailles chercher le pompier là, puis après ça tu géreras le feu. Là. Je pense que c'est un petit peu comme ça qui est arrivé. Moi, là-dessus, j'ai une anecdote pas pire parce que à un moment donné, quand ils ont décidé de commencer à relancer le système de santé pendant la COVID, dire comment est-ce qu'on reparle de la cardiologie, comment est-ce qu'on va aider, est-ce que il faut qu'on recommence à opérer, il faut qu'on commence une autre. Donc moi puis Dr Basmadjian, qui lui est le président de mon association, on a eu une rencontre justement avec le ministre Dubé. Puis là, le ministre Dubé, il dit, écoute, moi, il me dit, on a des backlogs. Ils ont pu commencer à travailler plus tôt, puis finir plus tard. Fait que là, nous autres, on l'a regardé, puis on lui a dit, déjà, si on pouvait travailler de jour, ça nous aiderait beaucoup. Fait que là, il nous a regardé, il dit, qu'est-ce que vous dites?
Ben, on lui dit, la façon que ça fonctionne dans un hôpital, comme chez nous, j'ai plus le droit de rentrer un cas en électrophysiologie après 2 heures de l'après-midi parce qu'il pourrait finir passer 4 heures. Puis j'ai plus le droit de rentrer un cas en hémodynamie après 3 heures parce qu'il pourrait finir après 4 heures. Là, Christian Dubé nous a regardé, puis c'était au mois de mars. Pour mars ou avril l'an passé, il nous a regardé puis il a dit qu'est-ce que vous me racontez là? On n'utilise pas les heures au complet de jour. Là, il y avait les autres sous-ministres qui étaient là. T'es là, écoute, Christian, on va t'expliquer ça. Oublie ça, Christian, on va passer à autre chose, on va t'expliquer ça. Fait que même s'il y a une bonne, peut avoir une bonne tête de gestion, il y a beaucoup de choses en dessous de lui qui se passent et qui n'est pas nécessairement au courant. Puis c'est correct, là, c'est tellement gros, il peut pas tout savoir. Mais moi, je vois pas nécessairement ça d'un mauvais œil. Je pense pas que les médecins sont de bons gestionnaires. Puis je pense pas que un médecin va faire une meilleure job comme ministre de la Santé que quelqu'un qui est plus un gestionnaire. Je pense qu'un gestionnaire bien appuyé peut bien faire. Une que j'aurais vraiment aimé voir là, ça aurait été Gertrude Bourdon. Elle a jamais voté pour elle, là. Mais elle avait fait une superbe job au CHU de Québec. Puis je pense qu'elle s'est mis un petit peu les pieds dans les plats quand elle a décidé qu'elle voulait faire de la politique, là, parce qu'elle aurait pu continuer à être au CHU puis à faire ça très bien. On aurait besoin, dans le fond. Oui. Elle, une bonne connaissance. Puis tantôt, quand je disais, c'est certain qu'il y en a aussi des infirmières qui sont des bonnes gestionnaires. Je pense qu'elle alliait les deux. Elle, c'était clair, là. Ça allait vraiment... Je dis pas que ça va mal actuellement, là, mais je veux dire, ça allait vraiment bien, son affaire. Puis... Fait que... donc, c'est ça. Fait que Christian Dubé... Il va rester à savoir, bon, si, de ce qu'on comprend, il y a des chances que la CAQ soit réélue, là. Oui. Fait que, il va rester à savoir s'il va rester avec le même ministère. Le nombre de ministres qui se succèdent à la santé au fil des dernières années, c'est extrêmement décevant. Parce que ça fait comme témoigner d'une espèce de non-importance de ce poste budgétaire-là. C'est la moitié du budget de la province. Comment peux-tu avoir des portes tournantes de ministres? C'est impensable. S'il y a une place parce que tu as besoin d'une stabilité, c'est là. Fait que là, si c'est pas Christian Dubé à l'automne, ben ça sera notre 3e ministre en 4 ans. Quand on regarde, là, que l'automne, ça va recommencer, mettons, on va être à 4 ans et 1 mois, là. Là, ça va être un 3e ministre. Là. Ça marche pas, là. Dans le temps de Pauline Marois, c'était une porte tournante. Ça, c'était quelque chose. Pas dans le temps de Pauline Marois, dans le temps que Pauline Marois était ministre de la Santé. Elle avait Legault comme adjoint, puis il y en avait un autre aussi qui était comme adjoint. Puis c'était une porte tournante, là. Ça arrête pas, là. C'est un ministère qui a besoin d'une stabilité et probablement de gestionnaire. Mais le gestionnaire, il a besoin de 6 ans. Ben, pas 6 ans, mais je veux dire, il y a besoin de plus que 2 ans pour comprendre ce qui se passe. Puis après ça, aller vers quelque chose. Il est trop important, ce ministère-là, pour changer à tout bout de champ le ministre. Mm-hmm. Mais oui, je pense que avoir un gestionnaire qui est là, c'est pas une mauvaise idée, une excellente idée, mais il faut lui laisser le temps. Moi, je pense que si ils sont réélus, puis qu'il renomme ministre, là, on va commencer à en avoir les bénéfices. Pour le moment, il est encore en mode apprentissage. Il doit certainement avoir compris la majorité de ce qui se passe. Oui. Mais là, après ça, il va être capable de pas se faire passer n'importe quoi, là. Merci beaucoup, Dr Quentin. Ça a été très gentil. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, il va y avoir une prochaine, c'est sûr, là. Un 80 minutes de bonheur, quand même. Je sais pas. Oh oui, on est là. Merci beaucoup, Dr Quentin. C'est très gentil. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bernard Quentin est cardiologue, spécialisé en greffe cardiaque, entre autres, à l'hôpital Laval.